bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus et comme vous le voyez, si vous nous regardez via notre chaîne YouTube, vous voyez que je suis en compagnie de Max Vanout, en compagnie de Max, qu'on va faire la revue des rencontres qui étaient présentées lors de la 5e semaine d'activité du côté de la NFL. Alors, lors des rencontres, bien sûr, je parle de 13h et des 16h. Max, sans plus tarder, on va commencer avec les Eagles de Philadelphie. Les Eagles qui ont encaissé leur première défaite de l'année, 21-17, contre les Broncos de Denver. Les Eagles avaient une bonne avance, mais comme c'est le cas, comme on l'a vu à plusieurs reprises depuis le début de la saison, ils ont laissé les Broncos dans le match, malgré leur avance de 14 points. Ils ont perdu cette avance et les Broncos ont emporté. Dis-moi, Max, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre-là, de cette première défaite des Eagles? C'est une des nombreuses parties, Didier, aujourd'hui, où je sais pas pour toi, mais ben toi, c'est pas pareil, là, t'es à Red Zone aujourd'hui, puis t'es avais toutes devant toi, mais moi, il y en a plusieurs entre lesquelles j'ai alterné, puis par bout, je revenais, je disais, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça qui est arrivé avec quoi? Les 18 points des Broncos au quatrième quart. Oui, t'as raison, les Eagles les ont laissés dans le game, mais faut donner le respect à la défense des Broncos. Honnêtement, là, c'est une défense d'une grande qualité qui fait vraiment un bon travail depuis le début de la saison. Puis, écoute, si Bonix puis l'attaque tranquillement pas vite commence à faire quelque chose, je pense que là, on va parler plus tard des Chargers, les Chiefs en ce moment qui sont pas particulièrement dans leur assiette. L'Ouest de la FC est ouvert, Didier. L'Ouest de la FC est ouvert, puis ça va être une victoire importante pour les Broncos, j'en suis convaincu. C'est le genre de victoire sur la route contre les champions du Super Bowl, non qui vont pas bien en attaque, mais qui étaient invaincus, qui peut être le début de quelque chose pour cette équipe-là, je pense. Écoute, Max, moi, j'avais choisi les Broncos afin de terminer au premier rang de la division. Alors, je suis heureux de leur victoire, OK? Ma prédiction semble sur la voie. Bon, il reste beaucoup de football, là, on va voir si ça va se réaliser. Mais est-ce que les Eagles s'inquiètent? Parce que pendant toute la semaine, ça criait fort à Philadelphie. Ça a commencé avec les tweets de A.J. Brown. Après ça, lorsque Devontae Smith a rencontré les médias, lui, il a appuyé A.J. Brown qui a fait part de son mécontentement face à l'attaque des Eagles. Là, on disait, bon, ben les Eagles sont invaincus. Ils ont 4 victoires, aucune défaite. Pourquoi les receveurs chialent? Mais eux, ils étaient conscients que tôt ou tard, ça allait rattraper Philadelphie. L'attaque se cherche autant par la passe que via le jeu au sol. Puis là, on dirait que tout ça est venu rattraper les Eagles. Alors, est-ce qu'il y a signe de s'inquiéter du côté des Eagles de Philadelphie? Parce qu'il n'y a rien eu de constant du côté de l'attaque. Saquon Barkley, les ouvertures ne sont pas là. Le jeu aérien, il y a beaucoup d'ennuis. Il ne faut pas oublier qu'on a changé de coordinateur à attaque. Kellen Moore est maintenant l'entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors, est-ce que toi, tu t'inquiètes pour les Eagles? Parce que leur attaque n'a pas bien fonctionné depuis le début de la saison. Mis à part un quart ici ou là, on a une demi où ça a bien fonctionné par la passe avec Jalen Hurts. Mais dans l'ensemble, l'attaque des Eagles se cherche. Je trouve qu'il est tôt, surtout pour une équipe championne du Super Bowl. Tu sais, c'était rendu à la fin de sa carrière la marque de commerce de Tom Brady. On se foutait un peu de peu importe ce qui arrivait avec son équipe tant que c'était pas au mois de décembre. Ces dernières années, on a fait la même chose avec les Chiefs. T'sais. Même en ce moment, les Chiefs, bon, là, c'est pas tout à fait vrai. Je commence à penser peut-être que les Chiefs sont plus ce qu'ils étaient. Mais même l'an dernier, c'était tout le temps une équipe, je regardais, je vais m'inquiéter pour eux rendus en décembre s'ils trouvent pas comment faire lever la sauce rendue là. Je sais pas, je suis trop rapide avec les Eagles de les mettre dans cette catégorie-là. Je trouve que c'est une équipe, même, tu sais, oui, ils ont juste gagné le Super Bowl l'an dernier. Je trouve que c'est une équipe qui est là et qui s'y rend loin en série depuis assez longtemps pour mériter ce bénéfice du doute-là avant la Thanksgiving américaine. Il y a des raisons de s'inquiéter. Les réactions des receveurs, si c'était pas de tout ça, je serais pas inquiet. Parce que je me dirais, une équipe championne, là, je veux dire, ils vont se regarder dans le miroir, ils vont se pogner derrière les portes closes, puis ils vont sortir on top. Les réactions des receveurs m'inquiètent un peu. Les réactions des receveurs m'inquiètent un peu, puis c'est surtout aussi, tu l'as dit, le fait que Saquon non plus fonctionne pas. Je me pose des questions, mais je vais attendre encore un petit peu avant d'être inquiet, parce que c'est une équipe quand même qui, malgré tout, est 4-1, qui avant ça trouvait les moyens de gagner. Puis tu viens de le dire, tu avais les Broncos pour gagner la division. Ils n'ont pas non plus perdu contre les Panthers de la Caroline. Fait que, un petit peu inquiet, mais pas encore trop non plus. T'sais. Ouais, parce qu'on va féliciter les Broncos de Denver, puis c'est une grosse victoire pour les Broncos d'être allés à Philadelphie pour l'emporter. Mais du côté de Philadelphie, j'ai hâte de voir ça pendant toute la semaine. Les partisans des Eagles, il n'y a pas plus passionné qu'eux. Là, eux vont déjà ils vont déjà appuyer sur le bouton panique malgré le fait que leur équipe a une prise de 4 victoires et une défaite.
Ouais, c'est Philly, c'est ça, exactement. Hey, les Buccaneers de Tampa Bay sont allés à Seattle et ils ont gagné à la fin du quatrième quart, encore Quelle une fin de fois, match. comme c'est le cas. Ben oui, toute une fin rencontre contre les Seahawks. C'est le vétéran Levante David qui a réussi une interception. C'est pas la faute de Sam Darnold, le ballon qui a dévié sur la tête d'un des joueurs de la ligne défensive des Buccaneers. Le ballon a atterri dans les mains de Levante David. Alors, ça a permis aux Bucs d'y aller d'un botté victorieux. Victoire des Buccaneers, 38-35. Ça a vraiment été tout un duel entre Baker Mayfield et Sam Darnold. Didier, j'ai pas le choix de commencer avec un commentaire mode, là. Quelle confrontation d'uniformes, hein? Pas pire, les deux chandails vintage. Oh, 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 oh. Mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle, Max, avec ces uniformes-là? C'est que ces uniformes-là étaient devenus démodés. C'est la raison pour laquelle les Bucs ont arrêté de porter leur uniforme orange. C'est ça la mode. Les Seahawks ont modifié leur uniforme. Puis là, c'était tellement beau de voir ces deux uniformes-là qu'on ridiculisait il y a quoi, 15-20 ans. Là, de revoir les équipes porter ça, là, c'est vraiment de toute beauté. Ouais, non, moi, c'est mon take qu'une rencontre vintage, les deux devraient tout le temps être en vintage au moins. Ça, c'était splendide. Mais trêve de plaisanterie. Je veux pas prendre le crédit de celle-là parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était le Reclamation Bowl, donc les projets de réclamation. Baker Mayfield d'un côté avec les Bucks qui a remis sa carrière sur pied, puis Sam Darnold qui l'a fait l'an passé avec les Vikings, puis que là, poursuit cette année avec les Seahawks de Seattle. Puis les deux ont connu des bons matchs. Tu l'as dit, Sam Darnold. C'est plate l'interception en fin de rencontre. Ça a été un des matchs les plus excitants de la journée, j'ai trouvé, mais moi, Didier, je sais pas c'est quoi ton opinion de Baker Mayfield. Là. Moi, je l'adore, parce que ce gars-là, pour moi, c'est la définition d'un baller. Il y a une belle balle profonde. À part de ça, c'est pas le gars nécessairement qui est le plus talentueux, mais ce gars-là, il baisse le casque, il t'a le goût de le suivre à la guerre. Les Bucs étaient négligés sur la route aujourd'hui, puis par quand même beaucoup, la dernière fois que j'ai vérifié, je me disais, je parierais pas contre Baker aujourd'hui, moi. Même si Mike Evans est blessé, peu importe ce qui arrive, je trouve tout le temps que... la rencontre. Ben oui, je trouve tout le temps que Baker Mayfield, même dans les matchs... Tu sais, à date, cette année, je trouve pas que c'est aussi sexy que l'an passé, ces rencontres à Baker Mayfield, mais il trouve un moyen de gagner. Puis là, ben, mine de rien, les Bucs sont 4-1. Le sud de la NFC, c'est le sud de la NFC. Peut-être une des pires divisions de la NFL encore cette année. Puis... Ben, les Bucs, avec une avance de un beau calendrier comme ça de 4-1 pour commencer l'année, ça commence déjà à bien ressembler, je trouve, à la saison des Buccaneers. Oui, on a des victoires de qualité. Hein? On vient de vaincre les Seahawks de Seattle. On a eu un match serré contre les Eagles de Philadelphie lorsqu'on a perdu. Mais pour répondre à ta question, écoute, moi j'ai tourné coin sur Baker Mayfield l'année dernière. Parce que Baker Mayfield, je crois qu'il était limité. Bon, il n'est pas nécessairement grand, mais il y a plus de positif que de négatif. Comme tu l'as dit, c'est un battant. Hey, lors des 4 victoires des Buccaneers cette année, c'est grâce à Baker Mayfield qu'on a gagné lors des 2 dernières minutes du 4e quart. Tu sais, là, il y a eu l'interception de Levante David, mais sans lui, on aurait peut-être une fiche de 1 victoire et 4 défaites, plutôt que d'une fiche de 4 victoires et 1 défaite, ou peut-être qu'on n'en aurait aucune victoire. Alors, écoute, encore une fois, ça a été toute une performance de sa part dans un match qui a été très serré. Ben, les Seahawks sont plus la même équipe qu'elle était là, à l'époque du Legion of Boom à domicile. T'sais, en fait, ils ont plus de succès sur les terrains adverses. Ils ont gagné leurs 8 matchs sur les terrains adverses. Puis là, à domicile, c'est difficile. On n'est pas en mesure de l'emporter régulièrement. C'est vraiment dommage, Sam Darnold. 4 passes de toucher. Kenneth Walker a connu un fort match au sol. Mais encore une fois, c'est les Buccaneers qui sont en mesure de trouver une façon de l'emporter au 4e quart. Emeka Egbuka, qui là, avec les 163 verges aujourd'hui, Ohio State, Receiver U, regarde, honnêtement, je savais qu'il était bon, Emeka Egbuka, mais la façon dont il est déjà en train de s'établir, là, ça fait 2 matchs de suite de 100 verges, 163 aujourd'hui. Un gros match pour eux. Oh, wow! Honnêtement, sensationnel. Il est clutch en plus. Il fait des attrapés importants. Il marque des gros touchés. Ça regarde bien. Ça regarde vraiment bien. Oui, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite des choses là, pour Egbuka. Dès le camp d'entraînement, ses coéquipiers y allaient de commentaire le jeu. Puis là, on voit pourquoi là, depuis le début de la saison régulière. Écoute, à Los Angeles, les Chargers recevaient les Commanders de Washington. Jayden Daniels effectue un retour au jeu, lui qui avait raté les 2 dernières rencontres. Les Chargers tentaient de rebondir après s'être fait surprendre à New York, au MetLife Stadium, par les Giants la semaine dernière.
Ben là, on a encaissé un deuxième revers consécutif du côté de Los Angeles. Puis, pendant un bon bout de temps, on avait une avance de 10-0. Les Commanders sont revenus de l'arrière. Ils ont marqué 27 points sans riposte, max. Puis, ça a paru là, que du côté des Chargers, il nous manquait nos deux bloqueurs. On a même perdu le service du garde Mekhi Becton au cours de la rencontre. Et là, Justin Herbert se retrouvait sous pression. Même Omarion Hampton n'a pas terminé la rencontre. Qu'est-ce qui a retenu ton attention durant cette victoire des Commanders contre les Chargers? Ben, tu sais ce que tu viens de dire. Justin Herbert a dû courir pour sa vie. Il a réussi à aller chercher 60 verges au sol. On n'était pas capable de finir nos drives. Parce que, tu sais, on a marqué nos 10 points au premier quart, puis après ça, on a quand même fait quelques belles séquences, mais on n'a pas été capable de les finir. Moi, je suis un gros fan de Justin Herbert. Je pense que c'est le genre de match où il y aurait... Tu sais, je comprends ce qui s'est passé avec la ligne à l'attaque. Je comprends que c'est vraiment pas une situation facile, mais moi, je voyais les Chargers très gros cette année, pour être honnête. Leur début de saison m'avait donné raison. Je pensais que Justin Herbert allait peut-être être en compétition pour gagner le titre de joueur le plus utile carrément. Sans dire qu'il fallait qu'il gagne ce match-là, il fallait au moins revenir dans le... Ça aurait dû être un match beaucoup plus serré. Je l'ai regardé presque au complet, ce match-là, puis je comprends pas que je regarde le score encore, puis que ça a fini 27-10. En tout cas, je sais pas comment tu l'as vécu, toi, mais j'ai pas trouvé que c'était un match de 17 points d'écart. Vraiment, je trouve qu'on a mal protégé le ballon. On a même été un peu conservateur dans nos choix de jeu, même quand on tirait de l'arrière. Puis, tu l'as dit, malheureux, c'est plate pour Justin Herbert, mais à un moment donné... Quand tu te fais autant courir après, ça finit par te rattraper. Ouais, je croyais que malgré les blessés au sein de la ligne à l'attaque, les Chargers seraient en mesure de l'emporter parce que je me disais, Washington n'est pas vraiment équipé en termes de chasseurs de cartes, faire la vie dure à Herbert, comme les Giants ont fait lors de la semaine précédente. Mais vraiment, l'interception à la porte de la zone début, ça a tout changé. Là. Le ballon qui a été dévié à la ligne d'engagement, puis ça a atterri dans les mains de Mike Henry Steele, qui lui, il trouve toujours une façon d'être au sol du ballon. Écoute, il est vraiment tout un joueur de football. Là. Il en est juste à sa deuxième année. C'est tout un joueur. Mais c'est ça qui a complètement coupé les jambes des Chargers. Parce que on a pris possession du ballon. On avait un premier essai libre à la ligne d'une verge. Et si Omarion Hampton avait été présent, okay? Il a subi une blessure à une cheville. On a un porteur de ballon de 220, 225 livres. Je suis certain, Max, qu'on lui aurait remis le ballon à la porte de la zone des buts. Puis là, on a dû y aller avec le jeu aérien, étant donné qu'Hampton n'était pas là. Résultat, revirement, une interception. Mais je veux mentionner la performance de Krosky Merritt, le porteur de ballon recru des Commanders. Il a connu tout un match, 2 touchés, plus de 100 verges au total. Il a même une dimension qui manquait à l'attaque des Commanders. Il est rapide, explosif à la position de porteur de ballon. Il a vraiment connu tout un match pour Washington. Ouais, t'as raison. Puis peut-être le meilleur match de Debo avec les Commanders aujourd'hui. Je l'ai bien aimé. Il y a 8 attrapés, 96 verges. C'est lui qui a marqué le toucher marteau. Une acquisition importante quand même pour les Commanders. J'étais vraiment sceptique des Commanders parce que j'adore Jaden Daniels, honnêtement. Mais je trouvais que l'an passé, c'était le genre de... c'est ça. Je trouvais que c'était le genre de jeune équipe que l'an passé avait peut-être un calendrier peut-être un peu plus facile. Ils ont réussi à avoir une belle saison. Puis là, après ça, ils ont took off en éliminatoire. Fait que je me disais, ça va-tu être juste un petit retour sur terre avant, après ça, de progresser? Puis là, ils tirent leur épingle du jeu. Puis je trouve que c'est une grosse victoire. Bon, vous allez me dire que LA, particulièrement quand c'est les Chargers, c'est pas là où c'est le plus dur de gagner. Bon point. Mais effectivement, je trouve que c'est un bon début de saison pour les Commanders. Alors, en plus de ça, ils ont gagné ce match-là sans les services de Terry McLaurin, qui arrêtait un autre match, est ennuyé par une blessure. Alors, c'est une raison pour laquelle on a ciblé beaucoup plus Debo Samuel, mais il a step up. Comme on dit, on avait besoin de lui aujourd'hui, puis il a vraiment répondu à l'appel de Debo. Faut lui donner ça. Maintenant, match à Londres. Il y avait un match en Europe à 9h30 du matin. Ça me fait une très longue journée, mais c'est pas grave, je suis là avec toi aujourd'hui ce soir, Max. Les Vikings du Minnesota. Ils affrontaient les Browns de Cleveland. C'était le premier départ en carrière pour Dillon Gabriel. L'affiche des carrières des Browns, qui effectuent leur premier départ en carrière dans l'uniforme de Cleveland depuis le retour de la concession en 1999. Avant le match, était d'aucune victoire et 16 défaites. Ben là, c'est aucune victoire et 17 revers. Et c'est pas la faute de Dillon Gabriel. Non. Moi, j'ai trouvé qu'il a joué un bon match dans les circonstances. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi qu'il a bien joué. Je m'attendais pas à grand-chose de plus. En fait, je m'attendais à moins de sa part. Je le connais pas
tant que ça, Dylan Gabriel. Je l'ai regardé un petit peu jouer l'an passé, mais je suis pas son plus grand fan. Mais de l'autre côté, il va falloir que je commence à parler de Kevin O'Donnell de la même manière que je parle de Kyle Shanahan, c'est-à-dire ça pourrait être moi son corps arrière, puis il va gagner. Honnêtement, Ça, c'est un vrai gourou des carrières, Kevin O'Connell. Carson Wentz, Cam Akers a lancé une passe de toucher. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je trouvais ça déjà vraiment impressionnant l'an passé, ce qu'il a fait avec Sam Darnold. Je trouve ça encore plus impressionnant de regarder Carson Wentz, 6 équipes en 6 ans, arriver puis être capable de gagner des matchs avec les Vikings. Beaucoup aimé le match de Justin Jefferson aussi, qui n'a pas marqué de toucher, mais qui a fait des attrapés importants. Puis ça n'a pas été si facile que ça là, pour les Vikings. Il a fallu qu'ils marquent un toucher au 4e quart puis qu'ils aillent chercher la victoire. Fait que une victoire importante en Europe, mais je suis d'accord avec toi que Dylan Gabriel, dans tu sais, ton premier match dans la NFL à Londres, c'est une drôle de semaine, ça. Là. C'est pas une préparation habituelle. En plus, lui, il y a toute l'espèce de saga Shedder-Sanders qui doit tellement être bizarre. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il s'en est quand même bien tiré, mais bon, ça va prendre plus qu'un match où le jeune carrière s'en tire bien que les Bruns pour que je pense qu'on a réglé nos problèmes. Là. Les gardiens de but des Flyers de Philadelphie, les carrières des Browns de Cleveland, même combat. Ouais, c'est ça. Bonne comparaison, mais écoute, du côté des Browns, Quinton Judkins a connu un fort match au sol. Tu sais, c'est exactement ce qu'on avait besoin afin d'épauler Dylan Gabriel. Parce que Gabriel, on l'a vu, il était très à l'aise, il se débarrassait rapidement du ballon. Il faut dire qu'il a beaucoup d'expérience. Tu sais, il a joué 6 ans là, dans les rangs universitaires. Avec la pandémie, bon, on avait donné une année de plus à tous les joueurs en 2020. Il a joué à Central Florida, à Oklahoma. Il a terminé à l'Université d'Oregon. Donc, il a d'expérience. 63 départs en carrière au football universitaire, Max. Ça, c'est un record, OK? Il a battu la marque qui appartenait à Bo Nix. Donc, il était calme. Puis on a vu, dans les zones courtes, dans les zones intermédiaires, se débarrasser rapidement du ballon. On ne l'a pas vraiment vu attaquer les zones profondes. Mais avec le support de Judkins, ça l'a aidé à éviter des situations de troisième et long. Puis en troisième et long, naturellement, c'est plus difficile. C'est normal, c'est le premier départ de sa carrière. Mais alors que du côté des Vikings, la ligne à attaque était complètement décimée par des blessures. Je me disais, comment on va faire pour bien protéger Carson Wentz face à Myles Garrett et compagnie? Mais tu as parlé de Kevin O'Connell. Ça, c'est un coach. Il s'est ajusté. Parce qu'on va parler de Zach Taylor, l'entraîneur des Bengals, qui lui refuse de s'ajuster malgré le fait qu'il ne mise plus sur Joe Burrow. Kevin O'Connell, dès le début de la rencontre, on a utilisé des dérobates du quart. On a déplacé le point de lancement de Carson Wentz. Ça a neutralisé la rapidité du front de la défense des Browns de Cleveland. On avait un plan de match pour Myles Garrett. On a utilisé les ailiers rapprochés afin de le ralentir, de donner un coup de main à nos bloqueurs. Ça, c'est un coach, Kevin O'Connell. Puis, en plus de ça, Jordan Mason, il a été victime d'un échappé. Il l'a cloué au banc. Après ça, il est revenu dans le match. Il a été productif au sol. C'est ça, une équipe qui est bien coachée, elle s'ajuste. Puis c'est ce qu'on a vu de la part des Vikings du Minnesota contre les Browns de Cleveland. C'est une grosse victoire pour les Vikings. Parce qu'on ne pouvait pas perdre un autre match en Europe. Après avoir accordé 6 sacs du quart la semaine dernière aux Steelers de Pittsburgh, tu as vu les ajustements qui ont été apportés par Kevin O'Connell. Moi, j'ai trouvé que ça a été vraiment une belle victoire de la part du Minnesota. Qu'est-ce qu'on fait quand J.J. McCarthy est prêt à jouer? On garde-tu le bon vieux Carson Wentz? Je pense pas. Hein? T'as pas le choix de revenir avec J.J. quand même. Dis donne une chance. Ça allait vite pour J.J. la dernière fois qu'on l'a vu. C'est vrai que ça allait vite contre les Falcons d'Atlanta. Alors, on va voir. Mais tant que J.J. n'est pas en santé, on n'a pas à prendre de décision du côté de Kevin O'Connell et des Vikings du Minnesota. Mais en tout cas, c'est une belle victoire pour les Browns. Ben, les Browns demeurent les Browns. Pauvre Dylan Gabriel, il a bien joué, mais c'est pas suffisant afin de l'emporter. Parlons des Ravens, Max, parce que le rien ne va plus. Une victoire et 4 défaites. On a perdu, on a subi une raclée à domicile face à C.J. Stroud et les Texans. 4 passes de toucher pour C.J. Stroud. L'attaque de Houston ne faisait rien, ou à peu près depuis le début de la saison. Tu vas me dire qu'ils ont gagné la semaine dernière. C'était contre les Titans du Tennessee. Mais là, ça, c'est à quel point on est complètement décimé par les blessures du côté des Ravens. Moi, déjà, la semaine dernière, j'ai appuyé sur le bouton panique pour les Ravens de Baltimore. Ben oui, il faut. Après, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui, là? Est-ce que tu sautes à pieds joints sur le bouton de panique pour les Ravens? Ils sont en danger de rater des éliminatoires, là. Ah, ils vont les rater. Écoute, surtout si ça semble pas si sérieux que ça, Lamar. En même temps, je m'attendais pas à ce qu'ils ratent carrément la rencontre d'aujourd'hui. Mais moi, c'est la défense, Didier.
CJ Stroud, depuis environ un an là, de calendrier, parce qu'il avait quand même, il me semble, pas si mal débuté l'année passée, puis là, il a vraiment frappé un mur, puis ça allait plus bien. Est-ce que c'est ce match-là qui va le remettre sur pied? Je lui souhaite. En plus, ça a l'air c'est une belle histoire, CJ Stroud. C'est un gars, tu sais, comme qui est difficile à ne pas aimer. Mais il a marché, les Texans ont marché sur la défense des Ravens, qui est horrible. Je veux bien les blessures, mais horrible, vraiment. Là. Puis, ben, le pauvre Cooper Rush. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, je vais être honnête, j'aime beaucoup Lamar Jackson, mais je trouvais que l'an dernier, les Ravens étaient tellement une belle équipe. Quand tu regardais les statistiques d'à quel point ses receveurs étaient tout le temps ouverts, je me disais, il n'y avait pas le travail le plus difficile. Lui, oui, tout ce qu'il faisait avec ses pieds, c'était sensationnel, mais comme corps arrière, je me posais la question, il s'est-tu vraiment tant amélioré comme corps arrière ou si on a un bon système autour de lui? Mais là, en ce moment, les Ravens ont besoin d'un Lamar Jackson qui marche sur les eaux parce qu'il va falloir qu'ils mettent beaucoup de points sur le tableau pour essayer de revenir dans cette saison-là. Parce qu'avec cette défense-là, je vois pas comment les Ravens vont être capables d'aller gagner des matchs à bas pointage. Il va falloir qu'ils marquent des points semaine après semaine. Puis là, présentement, ça regarde vraiment pas bien. Derrick Henry n'a pas été capable non plus aujourd'hui. Au moins amener du jeu au sol, quelque chose qui permettrait à l'équipe de pas avoir la défense sur le terrain trop longtemps, mais en même temps, ils sont tombés dans un gouffre tellement rapidement que t'avais pas le choix d'essayer d'y aller avec Cooper Rush. Puis ben, Cooper Rush a été Cooper Rush. Là. C'est plate, là, mais... Ben, écoute, 44-10, on a perdu contre les Texans d'Houston. Puis, on a 4 défaites du côté des Ravens de Baltimore. Okay? Là, on était décimés par les blessures, mais avant ça, il nous manquait quelques joueurs en défense. C'était pas aussi pire que cela a été aujourd'hui. Mais Max, lors des 4 défaites, les Ravens ont accordé au moins 37 points. C'est incroyable. Au moins 37 points d'accordé lors de leurs 4 défaites. La seule fois qu'on n'a pas accordé au moins 37 points, ça a été lors de la deuxième semaine d'activité, lorsqu'on a battu les Browns de Cleveland avec Joe Flacco, okay? Qui ont de la misère à marquer 20 points à toutes les semaines. Donc, oui, c'est vraiment alarmant du côté des Ravens de Baltimore. La défense de Baltimore est tellement mauvaise que je ne peux même pas dire que CJ Stroud et l'attaque des Texans se sont replacés. C'est à quel point qu'elle est mauvaise. Malgré les 4 passes de toucher de CJ Stroud, j'ai besoin de les voir contre une bonne unité défensive, de voir ce dont ils sont capables. Je ne crois pas qu'on ait solutionné les problèmes du côté de la ligne à l'attaque de Houston. Bref, tant mieux pour les Texans. Ils sont allés chercher une victoire. Ils ont maintenant une fiche de 2 victoires et 3 défaites. Ils sont de retour dans la course pour une place en éliminatoire. Là, je vais me péter les bretelles, Max. Oui. Parce que moi, j'avais prédit une victoire des Saints contre les Giants de New York et c'est exactement ce qui est arrivé. Ils ont été en mesure de vaincre les Giants de New York par la marque de 26-14. Pour moi, il n'y avait aucun doute que du côté des Saints, on était conscient que c'était une rare opportunité d'aller chercher une victoire cette année, étant donné que Jackson Dart effectuait son premier départ sur un terrain adverse, la foule bruyante à la Nouvelle-Orléans. Puis Dart, bon, je sais, la semaine dernière, il a fait sensation. Mais au bout du compte, il avait juste gagné 111 verges par la passe. Il a surpris les Chargers avec ses jambes. Il a eu du succès avec ses jambes. Je ne sais pas ce qu'on faisait du côté de la défense des Saints, parce que clairement, on aurait dû prévoir que Jackson Dart allait essayer de courir, puisque c'est ça qu'il a fait la semaine dernière. Mais peu importe. J'ai eu la frousse, mais finalement, ma prédiction est bonne. Ça a été une première victoire cette saison pour la Nouvelle-Orléans. T'es plus brillant que moi, Didier, parce que quand j'ai vu que les Giants étaient négligés, je me suis dit, ben voyons donc, je veux dire, ils vont être capables d'aller battre les Saints sur leur terrain, let's go. Et j'ai une confession à te faire. Je regarde, tu sais, évidemment, à un moment donné, on peut pas être assis devant la télé 24/7, là, fait que je peux pas regarder autant de college football, d'NCAA que je l'ai déjà fait par le passé. Fait que, tu sais, les joueurs, quand ils arrivent dans la NFL, j'ai quand même un petit peu moins qu'il y a quelques années. Puis, je suis tombé par pur hasard. Honnêtement, j'ai aucune idée pourquoi l'algorithme YouTube me feedait une vidéo de Jackson Dart qui magasinait des apparts à New York là, la semaine passée. Fait que j'ai écouté ça, puis j'étais comme, il est bien drôle, ce gars-là. Je l'aime bien. Fait que là, j'ai eu une curiosité. J'ai regardé le match Giants-Saints. Qui regardait le match Giants-Saints aujourd'hui? Maudit niaiseux. Puis après 2 séquences, je le regardais jouer Jackson Dart. Je disais, OK, c'est un baller. OK, c'est un peu extra, là, le collier, là, comme, OK, comme, je trouvais qu'il bougeait bien, prenait des bonnes décisions, pas le plus grand, mais quand même costaud. Puis après ça, on s'est mis à tousser le ballon, sans bon sens, du côté des Giants, mais je sais pas ce que t'en penses, mais malgré tout, je regardais cette équipe-là, puis je me disais, OK, ce kid-là, Cam Scadbo,
il y a un potentiel là, je trouve, avec ces jeunes Giants-là. Si on est capable vraiment de le faire bien progresser, Jackson Dart, je vois vraiment tous les atouts d'un bon jeune corps arrière. S'il est capable de prendre les bonnes décisions, de bien protéger le ballon, puis après ça, si on l'entoure, je pense vraiment qu'il pourrait y avoir une identité intéressante du côté des Giants de New York dans les prochaines années, mais on est vraiment au balbutiement. Mais oui, j'aimais vraiment ce que je voyais de ce gars-là pour aujourd'hui. Sauf que combien il a lancé 2 interceptions. Lui, il y a eu au moins 5 revirements, j'ai envie de dire. Écoute, il faudrait que je regarde combien de revirements ça a été au total pour Jackson Dart. Ben, pendant que je vais regarder ça... Ils ont 3 fumbles plus 2 interceptions. Fait que 5 revirements au total. Bon, voilà, 5 au total. Scadaboo qui a été victime d'un échappé aussi. Ouais. Puis Slayton, l'autre. Ouais, puis je sais pas si tu as vu ça, mais du moment que les Giants sont tirés de l'arrière, jouer avec l'avance, c'est une chose. Mais là, quand on a tiré de l'arrière, puis là, fallait y aller par la voie des airs, ben là, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que Jackson Dart est un carrière limité à ce stage-ci de sa carrière. Là. Tu sais, là, il ne pouvait pas ramener les Giants dans le match juste avec son bras. Là, ses jambes, c'était plus suffisant. Alors, on a vu qu'il était limité. C'est normal, c'est juste le deuxième départ de sa carrière. Mais c'est ça, là. Là, ça enlève le momentum qu'on avait à la suite de la victoire. Et Brian Daboll est de retour sur un siège éjectable. Lui, il agissait comme si Dart venait de sauver son emploi après la victoire des Giants la semaine dernière. Mais là, ça a été un retour sur terre. Il ne faut pas oublier qu'on est privé des services de Malik Neighbors. Puis ça nuit au développement de Jackson Dart. Alors, écoute, félicitations aux Saints. J'ai eu la frousse. Je pensais avoir l'air fou en ayant dit que les Saints allaient gagner, mais finalement, j'ai vu juste. Alors, au moins, les Saints, ben, ils ont une victoire maintenant en poche. Alors, ouais, merci pour des applaudissements à distance. Les Cowboys de Dallas, ils ont juste fait une bouchée des Jets de New York. La match finale a été de 37-22, mais le match n'a pas été aussi serré que ça. Justin Fields s'est mis en marche là, lorsque le match était hors de portée. Il devient le roi des calories vides d'une certaine façon. 4 passes de toucher pour Dak Prescott. Puis il a mis sur pied 2 séquences de plus de 90 verges. Rapidement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu de cette rencontre? Moi, je pensais que les Jets, l'attaque, serait peut-être mieux étant donné que la défense des Cowboys est tellement généreuse. Mais même là, on n'a pas été capable de générer de l'attaque. Mais ça, honnêtement, c'est gênant pour les Jets parce que tout le monde met des verges sans bon sens sur la défense des Cowboys depuis le début de l'année. Mais sinon, Javonte Williams, avec un gros match, au-dessus de 8 verges en moyenne par course. Bon, c'est sûr que quand on a une de 66 verges, ça l'aide, là. Mais si on est capable d'avoir un jeu au sol peut-être un peu plus intéressant du côté des Cowboys, ça va peut-être aider. Là. Je crois pas beaucoup aux Cowboys de Dallas, pour être 100% franc avec toi, là, mais si on est capable d'avoir... Parce que je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup... qui a été une grosse difficulté pour les Cowboys l'an dernier. Là, on n'était pas capable d'avoir un jeu au sol efficace match après match. Si on est capable, peut-être qu'on va rester dans la course plus longtemps que j'avais anticipé. Mais bon, les Giants... Pas les Giants, les Jets de cette année. Là. Ouf, Jets gonna Jets. Ben, moi, je ne m'attendais pas à ce que les Jets participent aux éliminatoires, mais je pensais voir une amélioration comparativement à l'année dernière. Je pensais pas qu'elle allait être pire. Ouais, toi, vas-y. Ils sont pires. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient pires. Ouais. C'est fou. Ah, ils sont pires. Puis moi, qu'est-ce qui me déçoit, c'est la défense. Tu sais, étant donné qu'Aaron Glenn, c'est un ancien coordinateur en défense, je me dis, OK, au moins, défensivement, il devrait être meilleur. Puis c'est pas du tout le cas. Que ce soit en attaque, en défense, ça va vraiment pas bien. Encore une fois, écoute, Justin Fields nous confirme à quel point il est limité en tant que passeur. Là, à un moment donné, on va devoir l'accepter. Là. Je sais qu'il réussit des jeux électrisants. C'est un joueur qui a une bonne attitude. Tout le monde l'aime. Ses coéquipiers l'aiment. C'est un joueur travaillant. Mais en tant que passeur, il est limité. Là ça saute aux yeux. Tu as mentionné le nom de Javonte Williams. Je ne sais pas si tu te souviens de son début de carrière qu'il avait eu avec les Broncos. C'était prometteur. Il était un bon joueur de l'Université de North Carolina jusqu'à ce qu'il subisse une blessure à un genou. Mais cette année, depuis le début de la saison, il semble plus rapide. Ça fait 2 ans de cette blessure-là, un genou, si je me souviens bien, 2 ans ou 3 ans. Peu importe. Il a connu un fort match. Ça, c'est important parce que si on peut courir avec succès avec le ballon du côté de Dallas, ça va masquer notre défense. Notre mauvaise défense va passer moins de temps sur le terrain. Puis ça va augmenter nos chances de l'emporter parce qu'on sait que les Cowboys sont capables de marquer des points malgré le fait qu'ils sont privés des services de CeeDee Lamb. Alors bref, j'ai aucune idée quand ces Jets vont gagner un match cette année, personnellement. Mais bon, on va passer à une autre rencontre. Sauf si on peut y aller assez rapidement. Les Raiders qui ont mangé une volée à Indianapolis. Jonathan Taylor, pour une deuxième fois en 3 semaines, un tour du chapeau,
3 touchés Incroyable. pour le demi à l'attaque étoile des Colts. Indiana Jones, Indiana Jones, Indiana Jones. J'en reviens pas, les Colts. J'en reviens pas. Honnêtement, tu sais, ça a tellement été controversé quand ils ont annoncé Daniel Jones comme corps arrière partant. Puis écoute, je commence à y croire, moi, aux Colts d'Indianapolis, Didier. Je trouve que c'est une belle Non, moi, j'y équipe. crois absolument, moi. C'est une équipe qui met des points sur le tableau. Tu as parlé de Jonathan Taylor. Je trouve qu'il. Tu sais, OK, aujourd'hui, en termes de verge et tout ça, ça n'a pas été son meilleur match, mais le fait d'avoir Daniel Jones, puis ben juste l'attaque qui fonctionne comme ça fait de lui une arme encore plus incroyable dans la zone payante, en dedans de 10 verges. Mais là, soudainement, ils sont diversifiés. Ils sont excitants à regarder jouer. Puis en plus, je sais pas si tu as vu l'extrait la semaine passée, il était avec les Manning, Daniel Jones, puis là, Eli qui demande en joke. Eli lui demande en fait, il l'accueille, je pense, à l'émission au Manning Cast en disant comme Already the greatest quarterback in Indianapolis history ou de quoi de même. Évidemment, une flèche à Peyton, puis ça y est comme passé de 12 pieds par-dessus la tête. On dirait qu'il a comme pas compris la joke. T'es juste comme you think? Puis t'es comme, man, ce gars-là, il est tellement awkward, mais go for it, mon gars. Fait que je commence à croire aux Colts. Au début, j'étais sceptique, mais là je les trouve vraiment excitants à voir jouer. Ah, moi j'y crois, là. Depuis, je crois, la deuxième semaine d'activité, j'ai pris mes billets, j'ai embarqué sur le bandwagon. Je suis all-in avec Indiana Jones et les Colts. Ça fait des années que je le dis. Les Colts sont une bonne équipe, mais ils étaient tenus en otage par la position de carrière. À chaque année, on avait un carrière partant différent. Et puis là, Daniel Jones, lui, il y a moins de pression sur ses épaules comparativement à New York. En tout cas, on a complètement démoli les Raiders, 40-6. 2 autres interceptions pour Geno Smith. Il est rendu à 9. Il est le meneur dans la NFL à ce chapitre. Il a même été victime d'une interception qui a été retournée pour un touché. Je sais pas pour toi. Moi, je ne croyais pas que les Raiders avaient participé aux éliminatoires. Mais je pensais, étant donné avec l'arrivée de Geno Smith et de Pete Carroll, je me disais au moins on va être compétitif. Mais on se rend compte que les Raiders, ce sont les same old Raiders qu'on a vus depuis 20 ans, depuis leur dernière participation au Super Bowl en 2002 ou à peu près, là. Oui, effectivement. T'as tout à fait raison. Puis t'as raison aussi sur les Colts, que c'est une équipe qu'on regarde depuis plusieurs années puis qu'on dit qu'il y a des éléments qui sont là et que malheureusement, on n'arrivait pas à passer par-dessus le fait qu'on n'avait pas des corps arrière. Tu sais, on a beaucoup fait la valse depuis Andrew Luck. Tu sais, il y a Matt Ryan qui est allé là. Il y a Philip Rivers qui est allé là. C'était comme... Gardner là, on Minshew. espère... C'est vrai, Gardner Minshew, mon préféré. Ben oui, écoute, moi, je suis le plus grand fan de Gardner Minshew au Québec et j'avais oublié que Gardner était allé là pendant une saison. Mais... je comprenais tellement pas la décision quand on a annoncé Daniel Jones comme partant, puis je me rends aux armes. Est-ce que Daniel Jones, on parlait de Sam Darnold puis Baker Mayfield tantôt, est-ce que c'est le prochain dans la lignée de corps arrière, que ça n'a pas fonctionné avec la première équipe qui l'a repêché, puis finalement, il lui fallait juste la bonne situation pour éclore? Honnêtement, c'est un feel-good story. Oui, non, définitivement. Puis jusqu'à présent, c'est le Sam Darnold de la saison 2025, en tout cas. On verra si le printemps prochain, il va faire sauter la banque via le marché des joueurs autonomes, mais je pense que les Colts vont le re-signer. C'est ça qui va arriver. Ça a l'air parti pour ça. Mais je veux-tu mentionner Lou Anarumo. Anarumo, je m'agate toujours son nom, le coordinateur de la défense des des Colts d'Indianapolis, anciennement des Bengals de Cincinnati. À Cincinnati, on l'a critiqué pour les déboires de la défense l'année dernière. On l'a congédié. Tant mieux pour lui. Là, il est à Indianapolis. La défense joue bien. Clairement, c'est pas lui le problème à Cincinnati. Je voulais juste mentionner ça. Les Dolphins de Miami étaient en Caroline face aux Panthers. Excellent début de rencontre des Dolphins. Se sont forgés une avance de 17-0. Puis là, après ça, plus rien ou près du côté de l'attaque de Miami. Bryce Young, qui avait connu un match catastrophique, victime de revirement, interception, un échappé, il a effectué une remontée. Finalement, la Caroline est en mesure de défaire Miami 27-24. Plus de 200 verges au sol pour Rico Dowdle, qui a connu le meilleur match de sa carrière. On n'avait pas de réponse défensivement du côté des Dolphins. Rico Dowdle. 12 verges, 9 verges, 30 verges, 32 verges, 206 verges.
Run, Rico, run. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là, Didier? Écoute, les Dauphins ont pris une avance confortable au début, donc tu m'excuseras puisque c'est une des pires équipes de la NFL, les Panthers, que j'ai mis ce match-là de côté dans mon rétroviseur. Et à un moment donné, j'étais sur les réseaux sociaux, puis j'ai vu je sais pas quel journaliste là, de la NFL que je suis, qui sous-entend que ce serait peut-être un bon moment pour bencher carrément Bryce Young. Puis là, ça me passe un peu 12 pieds par-dessus la tête. Puis à un moment donné, je suis sur mon app. Puis là, je vois qu'ils sont dans la game. Puis mon premier réflexe, c'était de me dire, ils ont-tu benché Bryce Young? Puis là, ils sont Parce que venus. Andy Dalton est dans le match. Ben, c'est ça. Puis là, je suis allé voir, je suis dit, OK, donc, au moins, c'est Bryce Young. Je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'étais un grand fan de Mac McDaniels quand il a commencé avec les Dauphins, mais là, le diable est aux vaches. Là. On parlait de la panique tantôt chez les Ravens. Je pense pas que les attentes étaient tout à fait les mêmes chez les Dauphins cette année. On a peut-être manqué une fenêtre, il y a 2 ans, quand Tyreek Hill, quand tout allait sur des roulettes pour les Dauphins de Miami. Mais Mike McDaniel n'a pas l'air d'avoir de réponse. Les Dauphins n'ont pas l'air d'avoir de réponse. Tua n'a pas bâti sur les promesses qui étaient un début de carrière intéressant. Puis je pense malheureusement que déjà, il faut parler d'une saison à oublier pour les Dauphins. Là. Comment tu te remets d'une telle remontée contre les Panthers? Je le sais pas. Moi, j'avais choisi Miami afin de terminer au dernier rang de la section Ouest de l'américaine. Wow. Alors, jusqu'à présent, tout va très bien. Ça roule, ça va bien. Écoute, Darren Waller, là, l'ailier rapproché des Dolphins, il a connu toute une première demi. 5 réceptions, 78 verges, 1 touché. En deuxième demi, on ne l'a même pas ciblé une fois. Il y a tout le temps des choses étranges, des décisions bizarres du côté des Dolphins. Pour moi, il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il va y avoir un ménage qui va se faire à Miami à la fin de la saison. McDaniel, Greer, le DG, également. Alors, les Panthers qui ont été en mesure d'aller chercher une 2e victoire cette saison, alors tant mieux pour eux. Les Titans du Tennessee sont allés chercher leur première victoire de la saison contre les Cardinals d'Arizona. Puis il faut commencer en parlant du point tournant de la rencontre. DeMercado, le porteur de ballon des Cards, qui a reçu une course de 70 verges en 3e et 1. OK? Il était tout seul. Il a commencé à célébrer avant de croiser la ligne des buts. Il a échappé le ballon à 1 mm de la zone des buts max. Échappé. Les Cardinals, les Titans ont pris possession du ballon à la ligne de 20. Ils auraient perdu la rencontre. Ils ont été en mesure d'effectuer une remontée à cause de cette crampe au cerveau. Je comprends pas ça. On a vu Adonai Mitchell commettre la même bévue la semaine dernière, le receveur des Colts. À quoi pensent les joueurs? Je comprends absolument pas. Pourquoi tu es obligé de célébrer avant même d'avoir inscrit le toucher? Comment les gars font encore ça? Comment... Je trouve que c'est une des... Honnêtement, là, j'ai pas réfléchi à ça, là, mais là, en ce moment, j'ai réfléchi puis je me dis, je pense que c'est une des crampes au cerveau les plus facilement évitables, les plus stupides, les plus niaiseuses que tu peux faire dans le sport d'équipe professionnelle. Oui. Comme, à quel point c'est pas difficile d'attendre 1-2 secondes de plus pour lâcher le ballon. Comme, pourquoi ta célébration, c'est de lâcher le ballon? Quand la job, honnêtement, c'est... Puis là, j'ai une confession à faire. J'ai de la colère et de la haine. En ce moment, de la haine, c'est un peu fort. Peut-être pas de la haine. Parce que j'avais les Cardinals dans mon Survivor aujourd'hui. Ben c'est terminé pour toi. Et c'était quoi? C'était 21-3? Okay. Si je me trompe pas, quand il a fait cette bourde-là, ou 21-6? Puis moi, je t'avoue, je le regarde. Je vais aller voir, là. Je vais te confirmer ça. Continue. Mais je suis pas mal sûr qu'ils menaient 21-3 à un certain moment, les Cards. Je sais pas si à ce moment-là, c'était... non, je regardais même plus. Puis là, j'ai vu la bourde. Fait que là, je me dis, je vais retourner voir le match. Puis là, j'arrive dessus au moment où il y a l'interception. Puis là, il y a l'interception qui est faite, qui est échappée, qui mène à un toucher. Non, écoute, les dieux du football ont décidé de vraiment solidement punir les Cards et DeMercado pour ça. 21-3, t'as raison. Ben, c'est contre les Titans qui... Alors, on allait mener 28-3. Puis à la place, tu perds 22-21 contre une attaque incapable de récolter des verges depuis le début de la saison. Mm-hmm. Et là, soudainement, les Cards... Écoute...
j'ai aucune idée si les Cards vont être en mesure de participer aux éliminatoires cette année, même d'être réellement dans la course. Mais s'il faut qu'ils ratent les éliminatoires par un match, là, c'est plate, mais la NFL, c'est une courte saison. On est capable de cibler ce genre de moment-là. Puis là, ça, va falloir regarder ça. Contre les Titans, en plus. Contre les Titans du Tennessee, tu peux pas te permettre de manquer de respect à aucun adversaire dans la vie. Puis surtout pas quand t'es pas une équipe de sommet, puisque les Cards ne sont pas. Non, pour elle, c'est plate, parce que au moins Marvin Harrison Jr. aujourd'hui, sur 4 attrapés, 98 verges, ça a été difficile ces derniers temps, fait qu'il commençait peut-être à avoir un petit peu de momentum, puis tout ça, non, aux poubelles. Tout ça à cause du... Tu sais, je veux dire, les Cards auraient eu des opportunités de se ressaisir. Puis d'ailleurs, je sais pas pour toi, mais j'ai trouvé ça vraiment conservateur, d'ailleurs. En troisième essai et 8, ils ont vraiment fait un petit jeu au sol, tout tranquille. C'est comme s'ils n'ont même pas essayé d'aller chercher le premier essai pour finir le match. Puis là, ils ont fait le botté de dégagement, puis c'est ça qui a mené à la séquence victorieuse. Mais ils ont appelé cette course-là au sol. Je me suis dit, ben voyons donc, c'est quoi ça? De pas avoir pas d'instinct du tueur, rien. Écoute, je crois vraiment, Max, il ne croyait pas que les Titans seraient en mesure de mettre sur pied une séquence pour aller chercher des points. C'est tout simplement ça. Là. Ils ont pas respecté les Titans du Tennessee à ce moment-là. Les Titans, ils ont mis fin à une séquence de 10 défaites. Tant mieux pour eux. Brian Callahan est tellement critiqué au Tennessee. Je ne sais pas si tu suis qu'est-ce qui se passe du côté des Titans. À toutes les semaines, les partisans veulent la tête de l'entraîneur-chef. Ils exigent qu'il soit congédié. Alors, ça fait du bien. Là. Je ne sais pas si tu as vu des joueurs y aller de soupir de soulagement après leur Avec victoire. raison. Mais, ouais. Alors, tant mieux pour eux. Écoute, là, c'est pas facile, là, vraiment, là, à commencer avec une fiche d'aucune victoire et 4 défaites. Mais les Cardinals, comme tu l'as si bien dit, s'ils ratent les éliminatoires par un match, on va savoir exactement quel match qui va avoir fait en sorte qu'ils ne participent pas au match d'après-saison. Écoute, il y a juste un match dont on n'a pas discuté encore. Les Lions de Détroit étaient à Cincinnati face aux Bengals. Ils ont gagné contre les Bengals, bien sûr, par le pointage de 37-24. J'ai ça devant moi. Pour David Montgomery, c'est un retour à la maison, lui qui est natif de la région de Cincinnati. Mais les Bengals, écoute, Max, sans Joe Burrow, je savais que la défense allait être mauvaise, mais là, sans Joe Burrow, c'est vraiment pitoyable en attaque. Jake Browning, c'est une machine à revirement. Encore une fois, il a fait cadeau du ballon aux Lions. Puis la défense a fait qu'est-ce qu'elle pouvait. T'sais, on a fait des jeux défensivement, on a tenu les Bengals dans le match, mais l'attaque voulait aucunement coopérer. Je sais pas si Jake Browning, son objectif, c'est de faire de Ja'Marr Chase un joueur both ways, là, mais ça fonctionne parce que 3 plaqués aujourd'hui pour le pauvre Ja'Marr Chase. Imagine. Parmi les meneurs, je pense, du côté des Bengals au niveau des plaqués. Ben non, mais c'est complètement ridicule. Mais écoute, Didier, faut créer le Joe Burrow Award, c'est-à-dire le titre de joueur le plus utile de la ligue, qu'on se rend compte qu'il est le joueur le plus utile quand il n'est pas là, parce que écoute, sans Joe Burrow, avant aujourd'hui, c'était, si ma mémoire est bonne, là, on était rendu à 10 points pour, 76 points contre depuis que Burrow est plus là. Fait que là, c'est rendu à 112 à peu près, là, au-dessus de 100 à 34. C'est le jour et la nuit, c'est complètement ridicule. On a réitéré hier, aujourd'hui, que Jake Browning, non, on a confiance en lui, on fera pas d'acquisition. En même temps, ça ferait-tu une si grosse différence que ça si on allait chercher un vétéran? Ouais, ils n'ont pas de défense de toute façon. C'est ça, tu sais. Joe Burrow n'est pas en défense. En même temps, il y a une partie de moi qui continue de se dire qu'au moins aller chercher Jameis Winston, parce que Jameis Winston qui lance à Ja'Marr Chase et T. Higgins, ça donnerait probablement la première saison de 60 passes de toucher et 60 interceptions de l'histoire de la NFL, et au moins ce serait divertissant. Écoute, avant de se quitter, faut que je te parle de Zach Taylor. J'ai parlé Kevin O'Connell qu'on a commencé là, l'épisode, comme quoi il s'est ajusté avec un carrière réserviste, Carson Wentz, avec une ligne à l'attaque remplie de joueurs réservistes, il s'est ajusté avec son plan de match. Alors que du côté de Zach Taylor, c'est tout le temps ça. Lorsque Burrow n'est pas là, il n'ajuste pas son attaque. On n'essaie même pas de courir. À un certain moment donné, durant le match, Browning avait tenté 17 passes. Je pense qu'on avait couru seulement 4 ou 6 fois avec nos porteurs de ballon. Il a terminé à 40 passes tentées. Tu vas me dire, ah oui, ils ont tiré de l'arrière, les Bengals. Mais même lorsque le match était relativement serré, on ne courait pas avec le ballon.
Tu sais, tu essaies de courir avec ce Magic P. Ryan, le peu de fois que tu le fais, 4 courses, 27 verges. Chase Brown, 8 courses, 27 verges. Bon, il a eu cette réception, Chase Brown, mais pour 21 verges, ça donne une excellente moyenne de 3 verges par réception. Zach Taylor est incapable de s'ajuster. Il continue d'utiliser son attaque comme s'il misait sur un des meilleures carrières de la NFL. On voit qu'est-ce que ça donne. Jake Browning, 3 interceptions encore une fois. Moi, il n'y a rien qui me rend plus en furie que les entraîneurs qui sont incapables de s'ajuster à leur personnel. Puis Zach Taylor, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Alors que du côté des Lions, ben, la machine continue à rouler. On s'est replacé depuis cette fameuse première défaite à Green Bay contre les Packers. Encore une fois, on a vu beaucoup d'imagination de la part de John Morton, le coordinateur à l'attaque. Alors, une belle victoire pour les Lions à Cincinnati. Mais Zach Taylor, il nous montre comment il est limité comme entraîneur-chef. Ben, moi, Didier, je pense que Zach Taylor doit sa job à Joe Burrow. Là. Je me souviens quand il a été engagé, il était le coach des corps arrière des Rams. Et là, on était à l'apogée de la Sean McVay mania, puis tout le monde voulait son Sean McVay, puis son jeune génie, puis n'importe qui a peut-être un peu coaché. Puis je me souviens, on a engagé Zach Taylor, j'ai dit, ben non, je veux dire, peut-être que le gars va être un bon coach, mais tu passes pas d'entraîneur des carrières à entraîneur-chef comme ça, tu manques d'expérience. Puis tu parlais d'O'Connell, ben O'Connell aussi était dans le coaching tree de Sean McVay, mais justement, il a attendu un petit, tu sais, il est plus jeune, mais il a attendu un petit peu plus, il a fait des saisons comme coordonnateur à l'attaque, il a vraiment gravisé des échelons, il a prouvé qu'il était capable de faire le travail, alors que Zach Taylor, j'ai jamais compris cette embauche-là. Et là est arrivé Joe Burrow, la poussée vers le Super Bowl en 2022, ben, Super Bowl 2023, la saison 2022. Mais pour moi, c'est pas un gars qui était prêt à être entraîneur-chef. Puis là, j'espère, tu sais, s'il y a une chose pour les pauvres partisans des Bengals cette année que cette saison-là va donner, si elle s'en va ou je pense qu'elle s'en va, c'est peut-être un petit vent de changement puis d'aller chercher un entraîneur qui a plus d'expérience. Puis parce que ça va moi, rien je pense changer. que. Je garantis, ça va rien changer. Tu penses? Ouais, je veux dire pourquoi. Parce que les Bengals sont trop gratuits. En passant, je gratuits. suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire à propos de Zach Taylor. Mais l'organisation des Bengals de Cincinnati, il y a une raison pourquoi les Bengals n'ont jamais rien gagné. Là. Il y a une raison pour ça. Là. Même à l'époque de Marvin Lewis, on participait aux éliminatoires, mais on ne gagnait jamais de match éliminatoire. Mais c'est le plus de succès qu'on a eu lors des 40 dernières années. Il faut que tu remontes à Boomer Esiason. Avant ça, pour avoir vu du succès au sein de cette organisation-là. Regarde comment ils ont géré le dossier de Trey Hendrickson, de Shamar Stewart. C'est ça, les Bengals. Ça a toujours été ça, puis ça ne va pas changer tant aussi longtemps qu'on va avoir les mêmes propriétaires, la famille Brown. Puis la famille Brown ne va pas vendre les Bengals, parce que c'est leur industrie, c'est leur business, cette équipe de football. Donc, ça ne va rien changer. Parce que c'est pas la faute de Zach Taylor si on a une mauvaise ligne à attaque depuis que Joe Burrow est là, ou à peu près. Bref, en tout cas, je ne vais pas qu'on termine cette note-là en parlant des Bengals de Cincinnati. Mais écoute, on a commencé avec 2 victoires. On avait une fiche de 2-0. J'ai aucune idée, Max, quand est-ce qu'on va gagner un autre match du côté des Bengals. Surtout avec Zach Taylor qui ne veut pas s'ajuster. Puis on voit à quel point Jake Browning est très limité. Je suis d'accord avec toi. Puis moi, je suis déjà. Je vois loin dans le futur, mais moi, je suis déjà au point où je me dis je vais souhaiter à Joe Burrow ce qui est arrivé à Matthew Stafford. Qu'éventuellement, il se fasse échanger à une équipe qui est déjà aspirante, puis qui lui manque juste son corps arrière, puis qui va nous montrer à quel point tout ce temps-là, il était réellement sensationnel. Parce que moi, je pense réellement que Joe Burrow est peut-être le meilleur corps arrière de la NFL en ce moment quand il est en santé. Fait que... écoute, l'année dernière, on a gaspillé une saison digne d'un titre de joueur par excellence. Statistiquement, ça a été une des meilleures saisons dans l'histoire de la NFL à la position carrière. Puis malgré tout, on n'a pas participé aux éliminatoires. Et juste aux Bengals, des choses comme ça peuvent arriver. Écoute, Max, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Puis je te remercie de ta patience parce que j'ai eu des problèmes techniques de mon côté. Alors, ça a été long. On a commencé l'enregistrement avec plus d'1 heure de retard. Mais écoute, je t'ai remercié tout à l'heure, mais je tiens à le faire pendant qu'on enregistre. Merci de ta patience. Je vais te laisser y aller afin de regarder la deuxième demi entre les Patriots et les Bills. Les Patriots, je vois qu'il reste 6 minutes 28 au troisième quart. Ils mènent 13-10 contre les Bills. J'ai besoin d'aller voir ça. Est-ce qu'on va assister à une autre surprise? Bref, on verra. Il reste encore du temps afin que Josh Allen mette sa cape de Superman. Didier, pour parler de foot avec toi, toujours un plaisir, mon chum.
Bon, ben, hey, écoute, merci mon ami. Porte-toi bien, puis on va se reprendre éventuellement. Puis je te jure, il n'y aura pas autant de problèmes techniques de mon côté. Alors, pour les gens qui ont écouté cet épisode du podcast, Le Sac du Cœur, ben, j'espère qu'il vous a plu. Et on vous reparle plus tard cette semaine, alors qu'on mettra notre épisode en ligne mercredi et qu'on regardera vers l'avant, étant donné qu'on va discuter de la 6e semaine d'activité. Allez, portez-vous bien.